Vous savez, la plupart des gens pensent que connaître ses origines est un luxe, quelque chose de secondaire quand on a eu une belle vie, que si vous avez grandi dans l'amour et la sécurité, le reste n'a pas d'importance. Quelle belle et tragique idée fausse. Il a fallu qu'Emma Dubois, âgée de 30 ans, et une simple enveloppe jaunâtre cachée dans un tiroir secret, brisent complètement cette illusion et révèlent une vérité que la plupart d'entre nous passent toute leur vie à éviter. Je m'appelle Michel Rousseau. Vous regardez Leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire puissante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ces histoires qui changent la vie vous touchent, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos récits profondément émouvants. Et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces histoires transformatrices avec vous. Emma avait 30 ans quand je l'ai rencontrée pour la première fois, 3 mois après ce jour qui avait tout changé. Elle était assise dans un petit café de la place de la Comédie à Montpellier, ses doigts fins pianotant nerveusement sur la table de marbre blanc, comme si elle cherchait une mélodie qui pourrait expliquer l'inexplicable. Ses yeux verts, d'ordinaire si expressifs sur scène, semblaient perdus dans un labyrinthe d'émotions qu'elle ne savait comment nommer. « Vous savez, » m'avait-elle dit en regardant les passants à travers la vitre, « j'ai toujours eu cette sensation étrange quand je chantais. Comme si ma voix appartenait à quelqu'un d'autre, comme si elle portait des souvenirs qui n'étaient pas les miens. » Elle avait marqué une pause, ses mains se crispant légèrement. Je pensais que c'était juste l'émotion de l'art. Je n'aurais jamais imaginé que c'était littéralement le cas. Emma Dubois était déjà une figure respectée de la scène musicale française. Ses concerts à Montpellier attiraient des foules enthousiastes et ses albums se vendèrent bien dans tout le sud de la France. Elle avait cette voix unique, rauque et mélodieuse à la fois, avec des inflexions qui semblaient venir d'un autre temps, d'une autre culture. Les critiques musicaux parlaient souvent de cette mystérieuse profondeur dans son timbre, cette capacité à transmettre une émotion brute qui touchait directement l'âme. Mais ce matin de novembre 2023, quand elle était entrée dans la maison familiale de ses parents adoptifs pour s'occuper des affaires de sa mère récemment décédée, Emma ne se doutait pas qu'elle allait découvrir le secret qui expliquerait enfin cette voix qui l'habitait. La maison sentait encore le parfum de lavande que sa mère, Françoise, vaporisait religieusement chaque matin. Emma avait grandi dans cette demeure bourgeoise du quartier Antigone, avec ses meubles en chêne massif et ses rideaux de dentelle impeccablement repassés. Tout y respirait l'ordre, la respectabilité, cette vie bien rangée que ses parents avaient construite avec tant de soin. Elle était en train de vider le bureau de sa mère quand ses doigts avaient effleuré quelque chose d'inhabituel au fond du tiroir principal. Un compartiment secret qu'elle n'avait jamais remarqué, dissimulé derrière une fine cloison de bois. Son cœur s'était mis à battre plus fort quand elle avait senti l'enveloppe jaunâtre, épaisse, cachée là depuis des décennies. Ses mains tremblaient légèrement quand elle l'avait ouverte. À l'intérieur, des documents officiels, des lettres manuscrites et une photographie en noir et blanc qui allait changer sa vie à jamais. « Acte d'adoption », lisait-elle à voix haute dans le silence de la maison vide, sa propre voix lui semblant soudain étrangère. Emma Dubois, née Emma Rosenberg le 15 mars 1993 à Montpellier. Le monde s'était arrêté, littéralement arrêté. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir, le bourdonnement lointain de la circulation, même sa propre respiration, tout avait semblé se suspendre dans cet instant où 30 années de certitude s'effritaient comme un château de sable face à la marée. Rosenberg. Ce nom résonnait dans sa tête comme un écho dans une cathédrale vide. Elle n'était pas Emma Dubois, fille de Pierre et Françoise Dubois, professeure respectée de l'université de Montpellier. Elle était Emma Rosenberg, et elle ne savait absolument rien de ce que cela signifiait. La photographie tremblait entre ses doigts. Une jeune femme aux cheveux noirs, bouclés, aux yeux sombres et perçants, tenant une guitare. Au dos, une écriture fine et penchée, Myriam Rosenberg, 1992, Sainte Marie de la Mer, sa mère biologique. Une inconnue qui lui ressemblait de façon troublante, surtout dans l'expression intense du regard. Emma s'était effondrée dans le fauteuil en velours bordeaux de sa mère adoptive, cette femme qui venait de mourir en emportant avec elle le plus grand secret de sa vie. 30 ans, 30 années à vivre dans un mensonge bienveillant, à chercher sa place dans un monde qui n'était pas vraiment le sien, à se demander pourquoi elle se sentait toujours légèrement décalée, même dans les moments de plus grand bonheur. Les questions se bousculaient dans sa tête comme des oiseaux affolés. Pourquoi ses parents ne lui avaient-ils jamais rien dit ?
Qui était cette Myriam Rosenberg? Où était-elle maintenant? Et surtout, pourquoi l'avait-elle abandonnée? Quand son père adoptif, Pierre, était rentré ce soir-là, il avait trouvé Emma assise à la table de la cuisine, les documents étalés devant elle comme les pièces d'un puzzle qu'elle ne savait pas assembler. Il s'était figé en voyant les papiers, son visage habituellement bienveillant se décomposant lentement. « Papa ?» avait-elle dit d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas. « Il faut qu'on parle. » Le silence qui avait suivi avait duré une éternité. Pierre s'était assis lourdement en face d'elle, ses mains ridées se joignant nerveusement. Pour la première fois de sa vie, Emma avait vu son père, cet homme qu'elle admirait tant pour sa sagesse et sa droiture, paraître fragile, presque vulnérable. « Nous voulions te le dire », avait-il murmuré, ses yeux évitant les siens. « Ta mère et moi, nous en avons parlé tant de fois. Mais les années passaient, tu étais si heureuse, si épanouie. Nous avions peur de détruire quelque chose de beau. » « Détruire quoi ?» avait explosé Emma, une colère qu'elle ne se connaissait pas montant en elle. « Ma capacité à vous faire confiance ? Mon droit de savoir qui je suis vraiment ?» Les mots étaient sortis plus durement qu'elle ne l'avait voulu, mais la douleur était trop vive, trop fraîche. Toute sa vie, elle avait eu cette sensation de ne pas être tout à fait à sa place, cette impression que quelque chose manquait, comme une mélodie incomplète. Et maintenant, elle comprenait pourquoi. Pierre avait baissé la tête, et quand il l'avait relevée, ses yeux étaient humides. Ta mère biologique était très jeune, Emma. Elle venait d'une famille différente, nomade. Elle ne pouvait pas t'élever, et nous t'avons aimé dès la première seconde où nous t'avons vu. Nomade? Emma s'était accrochée à ce mot comme à une bouée. Qu'est-ce que ça veut dire, nomade? Mais Pierre n'avait pas répondu immédiatement. Il regardait la photographie de Myriam, et quelque chose dans son expression suggérait qu'il y avait encore des secrets, des vérités qu'il n'était pas prêt à révéler. Cette nuit-là, Emma n'avait pas dormi. Elle était restée éveillée dans sa chambre d'enfance, entourée des souvenirs d'une vie qui lui semblait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. Ses trophées de musique, ses photos de concerts, ses partitions annotées, tout cela était-il vraiment à elle, ou n'était-ce que l'expression d'un héritage qu'elle portait sans le savoir? Elle avait pris sa guitare et s'était mise à jouer, laissant ses doigts trouver leur chemin sur les cordes. Et là, dans l'obscurité de sa chambre, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. La mélodie qui sortait de son instrument n'était pas une de ses compositions habituelles. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme si ses mains connaissaient des accords qu'elle n'avait jamais appris. Pour la première fois de sa vie, Emma comprenait que sa voix, cette voix qui avait fait sa renommée, ne lui appartenait peut-être pas entièrement. Elle était l'héritière de quelque chose de plus grand, de plus mystérieux. Et maintenant, elle devait découvrir quoi? Mais comment retrouve-t-on une famille qu'on n'a jamais connue? Comment renoue-t-on avec des racines qu'on ignorait avoir? Et surtout, était-elle prête à affronter la vérité sur les raisons de son abandon? Emma regardait la photographie de Myriam Rosenberg, cette inconnue qui était sa mère, et une décision commençait à germer en elle. Une décision qui allait l'emmener bien plus loin que les rues familières de Montpellier, vers un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, mais qui l'appelait déjà à travers chaque note qu'elle chantait. La quête de ses origines venait de commencer, et elle pressentait que rien ne serait plus jamais comme avant. Les semaines qui suivirent cette découverte furent les plus étranges de la vie d'Emma. Elle continuait à donner ses concerts, à sourire aux journalistes, à vivre cette vie qu'elle avait construite avec tant de soin, mais c'était comme si elle regardait tout cela à travers une vitre, comme si elle était devenue spectatrice de sa propre existence. « Je ne savais plus qui j'étais », m'avait-elle confié ce jour-là dans le café. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je voyais le visage de cette Myriam Rosenberg. Mes yeux, mes pommettes, même la façon dont mes cheveux bouclaient en naturellement, tout venait d'elle, pas des Dubois. La première étape de sa quête l'avait menée aux archives municipales de Montpellier, dans ce bâtiment austère de la rue de la République où dormaient les secrets de milliers de vies. Emma s'était retrouvée face à Madame Bertrand, une archiviste aux cheveux gris qui avait passé sa carrière à naviguer dans les méandres de la bureaucratie française. « Rosenberg, vous dites ?» avait murmuré la femme en tapotant sur son clavier d'ordinateur, ses lunettes glissant sur son nez. C'est un nom qu'on ne voit pas souvent dans nos registres locaux. Emma avait retenu son souffle. Chaque seconde d'attente lui semblait une éternité. Autour d'elle, l'odeur de papier ancien et de poussière créait une atmosphère presque solennelle, comme si elle était dans un temple dédié à la mémoire collective. « Ah, voilà !» avait dit Madame Bertrand,
ses yeux s'éclairant derrière ses lunettes. Myriam Rosenberg, née en 1975. Mais c'est curieux, l'adresse indiquée n'est pas une résidence fixe, c'est marqué « Population nomade », campement autorisé des Saintes Maries de la Mer. Le cœur d'Emma s'était mis à battre plus fort. Nomade. Ce mot que son père adoptif avait prononcé avec tant de réticence prenait soudain une réalité concrète. Sa mère biologique faisait partie de ces communautés qui voyageaient de ville en ville, vivant selon des traditions que la société sédentaire comprenait mal. Il y a autre chose, avait continué l'archiviste en fronçant les sourcils. Selon les documents, Myriam Rosenberg faisait partie d'une famille de musiciens. Ils étaient enregistrés comme artistes itinérants dans plusieurs communes du sud de la France. Musiciens. Le puzzle commençait à prendre forme. Cette voix qu'Emma portait en elle, ces mélodies qui semblaient venir d'ailleurs, cette capacité instinctive à toucher l'âme des gens à travers ses chansons, tout cela avait une origine, un héritage qu'elle découvrait enfin. Madame Bertrand lui avait imprimé tous les documents disponibles. Des certificats de naissance, des autorisations de stationnement, des traces administratives qui dessinaient le portrait d'une famille en perpétuel mouvement. Les Rosenberg avaient voyagé entre Montpellier, Nîmes, Arles et surtout les Saintes-Maries de la Mer, ce petit village de Camargue qui semblait être leur point d'ancrage. En sortant des archives, Emma s'était sentie à la fois plus proche et plus éloignée de la vérité. Elle avait des noms, des dates, des lieux, mais elle n'avait toujours aucune idée de qui étaient vraiment ces gens, ni pourquoi Myriam avait choisi de l'abandonner. Ce soir-là, elle avait appelé sa meilleure amie, Sophie, une journaliste qui travaillait pour France 3 Occitanie. Si quelqu'un pouvait l'aider à démêler cette histoire, c'était bien elle. « Emma, tu es sûre de vouloir remuer tout ça ?» lui avait demandé Sophie quand elle s'était retrouvée dans le petit restaurant italien près du Corum. Parfois, les vérités qu'on découvre ne sont pas celles qu'on espérait. Mais Emma était déterminée. « Je ne peux pas continuer à vivre en me demandant qui je suis vraiment. Cette sensation de vide, Sophie, elle m'accompagne depuis toujours. Maintenant, je sais pourquoi. » Sophie avait hoché la tête et sorti son carnet. « Très bien. Les Saintes Maries de la Mer, c'est le cœur de la culture gitane en France. Chaque année en mai, il y a un pèlerinage immense. Des milliers de familles nomades se rassemblent là-bas. Si ta famille biologique existe encore, c'est là qu'on la trouvera. » Les jours suivants, Sophie avait utilisé ses contacts journalistiques pour creuser plus profondément. Elle avait découvert que les Rosenberg étaient une famille respectée dans la communauté gitane, connue pour leurs talents musicaux exceptionnels. Le grand-père d'Emma, Dimitri Rosenberg, avait été un violoniste légendaire, et plusieurs membres de la famille continuaient à jouer dans les festivals de musique traditionnelle. « Il y a quelque chose d'autre, » avait dit Sophie lors de leur deuxième rencontre, son expression devenant plus grave. « J'ai parlé avec un ethnomusicologue qui étudie la culture gitane depuis 20 ans. Selon lui, les Rosenberg ont vécu un drame familial au début des années 90. Quelque chose qui a divisé la famille. » Emma avait senti un frisson lui parcourir l'échine. Quel genre de drame? Il ne savait pas exactement, mais ça correspond à la période de ta naissance. Il pense que ça pourrait expliquer pourquoi Myriam a été contrainte de te donner en adoption. Cette révélation avait bouleversé Emma. L'image qu'elle s'était construite d'une mère qui l'avait abandonnée par égoïsme ou par négligence commençait à s'effriter. Et si Myriam avait été forcée de prendre cette décision? Et si elle aussi avait souffert de cette séparation? Le soir même, Emma s'était installée à son piano et avait commencé à composer. Pour la première fois depuis des semaines, la musique coulait naturellement de ses doigts. Mais ce n'était pas son style habituel. Les accords étaient plus sombres, plus complexes, avec des influences qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui lui semblaient familières. C'était comme si ma vraie voix commençait enfin à émerger, m'avait-elle expliqué. Comme si toutes ces années, j'avais chanté avec seulement une partie de moi-même. Sophie lui avait organisé une rencontre avec le professeur Martinez, l'ethnomusicologue qui étudiait la culture gitane. C'était un homme dans la soixantaine, aux cheveux blancs et aux yeux perçants, qui avait consacré sa vie à documenter les traditions musicales des communautés nomades. « Mademoiselle Dubois » avait-il dit en l'accueillant dans son bureau encombré de livres et d'instruments de musique, « Sophie m'a parlé de votre situation. C'est une histoire fascinante, et malheureusement pas si rare. » Il lui avait expliqué que dans la culture gitane, la musique n'était pas seulement un art, mais une façon de transmettre l'histoire, les émotions, l'identité même de la communauté. Chaque famille a ses mélodies, ses rythmes particuliers. C'est comme un ADN musical qui se transmet de génération en génération.
Vous voulez dire que ma façon de chanter pourrait venir de ma famille biologique ? Avait demandé Emma, incrédule. Le professeur avait souri. Plus que ça. Si vous êtes vraiment une Rosenberg, vous portez en vous un héritage musical de plusieurs siècles. Les mélodies que vous créez instinctivement, les émotions que vous transmettez, tout cela fait partie de votre patrimoine génétique et culturel. Il lui avait fait écouter des enregistrements de musiciens gitans, et Emma avait été stupéfaite de reconnaître des inflexions, des tournures mélodiques qu'elle utilisait naturellement dans ses propres compositions. C'était comme découvrir qu'elle parlait une langue qu'elle n'avait jamais apprise consciemment. « Il faut que vous alliez aux Saintes Maries de la Mer », avait conclu le professeur. « Le prochain pèlerinage a lieu dans 3 semaines. Si votre famille est toujours active dans la communauté, vous les trouverez là-bas. » En rentrant chez elle ce soir-là, Emma avait pris une décision qui allait changer sa vie. Elle allait annuler ses concerts des semaines suivantes et partir en Camargue. Elle allait affronter ses peurs et aller à la rencontre de cette famille qu'elle n'avait jamais connue. Mais d'abord, elle devait avoir une conversation difficile avec son père adoptif. Pierre méritait de savoir qu'elle partait à la recherche de ses origines, même si cela risquait de le blesser. Quand elle lui avait annoncé sa décision, Pierre était resté silencieux pendant de longues minutes. Puis, à sa grande surprise, il avait sorti une petite boîte en bois de son bureau. « Ta mère et moi, nous gardions ça pour le jour où tu poserais des questions », avait-il dit en lui tendant la boîte. « Myriam nous avait laissé quelque chose pour toi. » À l'intérieur, Emma avait découvert un petit pendentif en argent représentant une guitare et une lettre pliée en 4. Ses mains tremblaient quand elle avait déplié le papier et lu les premiers mots écrits de la main de sa mère biologique. « Ma petite Emma, si tu lis cette lettre, c'est que tu as découvert qui tu es vraiment. Je prie pour que tu puisses me pardonner ce que j'ai été forcée de faire. » La lettre s'arrêtait là, comme si Myriam n'avait pas eu le courage de continuer. Mais ces quelques mots avaient suffi à confirmer ce qu'Emma commençait à soupçonner. Sa mère biologique ne l'avait pas abandonnée par choix, mais par nécessité. Maintenant, plus que jamais, elle devait découvrir la vérité. Elle devait aller aux Saintes Maries de la Mer et retrouver sa famille. Même si cela signifiait affronter des vérités douloureuses, même si cela risquait de bouleverser à nouveau sa vie. Car Emma commençait à comprendre que cette quête n'était pas seulement une recherche de ses origines. C'était une quête pour découvrir qui elle était vraiment, au-delà des rôles qu'elle avait joués, au-delà de la vie qu'on avait construite pour elle. Et quelque part dans les marais de Camargue, sa vraie famille l'attendait peut-être, avec des réponses qu'elle n'osait même pas espérer. Le voyage vers les Saintes Maries de la Mer avait duré moins de 2 heures, mais pour Emma, c'était comme traverser un continent entier. À mesure qu'elle s'éloignait de Montpellier, le paysage changeait, devenant plus sauvage, plus mystérieux. Les étangs de Camargue s'étendaient à perte de vue, peuplés de flamants roses et de taureaux noirs qui semblaient de surgir d'un autre temps. « J'avais l'impression de rentrer chez moi », m'avait-elle confié, mais chez moi dans un endroit que je n'avais jamais vu. C'était la sensation la plus étrange de ma vie. Elle avait garé sa voiture à l'entrée du village, le cœur battant si fort qu'elle entendait ses pulsations résonner dans ses oreilles. Les Saintes Maries de la Mer pendant le pèlerinage, c'était un spectacle à couper le souffle. Des centaines de caravanes colorées s'étendèrent dans la plaine, des chevaux galopaient librement, et partout résonnaient les sons de guitare, de violon et de voix qui chantaient dans cette langue mélodieuse qu'elle ne comprenait pas mais qui lui parlait directement au cœur. Emma avait marché pendant des heures dans le campement, cherchant le courage d'aborder quelqu'un. Comment demande-t-on à des inconnus s'ils connaissent une famille qu'on n'a jamais rencontrée ? Comment explique-t-on qu'on cherche sa place dans un monde dont on ignore tout ? C'est près d'un feu de camp, alors que le soleil commençait à décliner, qu'elle avait entendu cette mélodie. Une guitare jouait un air qu'elle connaissait, qu'elle avait fredonné toute sa vie sans savoir d'où il venait. Ses pieds l'avaient menée vers la musique comme s'ils connaissaient le chemin. Autour du feu, une famille était rassemblée. Un homme âgé aux cheveux blancs bouclés jouait de la guitare avec une virtuosité époustouflante, accompagné par une femme qui chantait d'une voix grave et profonde. Plusieurs enfants écoutaient, fascinés, et quelques adultes battèrent le rythme en frappant dans leurs mains. Emma s'était arrêtée à distance respectueuse, hypnotisée par cette scène qui lui semblait sortir d'un rêve. Et puis, l'homme à la guitare avait levé les yeux vers elle. Leurs regards s'étaient croisés, et quelque chose d'inexplicable s'était produit. Il avait cessé de jouer, sa bouche s'était entr'ouverte, et pendant un long moment, le silence était tombé sur le groupe. « Myriam » avait-il murmuré d'une voix tremblante. Emma avait senti ses jambes se dérober sous elle.
Cet homme la prenait pour sa mère biologique. La ressemblance était donc si frappante? Non, avait-elle réussi à articuler. Je suis Emma. Emma Dubois. Enfin, Emma Rosenberg. Je cherche ma famille. Le vieil homme avait posé sa guitare et s'était levé lentement, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il bougeait trop vite. Tu es la fille de Myriam, avait-il dit, et ce n'était pas une question. Tu es notre petite Emma. Les larmes avaient jailli des yeux d'Emma sans qu'elle puisse les retenir. 30 ans d'attente, de questions sans réponse, de vide inexpliqué venaient de se cristalliser dans ces quelques mots. Notre petite Emma. L'homme s'était approché d'elle, ses yeux brillants d'émotion. Je suis ton grand-père, petite. Je suis Dimitri Rosenberg, et voici ta grand-mère, Esmeralda. La femme qui chantait s'était levée à son tour, et Emma avait vu ses propres yeux dans ce visage ridé par les années, mais illuminé par une tendresse infinie. Esmeralda avait tendu ses bras vers elle, et Emma s'était jetée dans cette étreinte qu'elle attendait depuis toujours sans le savoir. « Ma petite fille », murmurait Esmeralda en la serrant contre elle, « ma petite fille est revenue. » Autour d'eux, la famille s'était rassemblée. Des oncles, des tantes, des cousins qu'Emma n'avait jamais vus, mais qui la regardaient comme si elle était un miracle. Chacun voulait la toucher, s'assurer qu'elle était réelle, qu'elle était vraiment là. « Nous t'avons cherché pendant des années », lui avait expliqué Dimitri quand ils s'étaient assis autour du feu. Quand elle a été forcée de te donner, nous avons essayé de te retrouver. Mais les services sociaux ne voulaient rien nous dire. Ils disaient que c'était mieux pour toi. Emma avait senti une colère sourde monter en elle. Mieux pour moi? De grandir sans savoir qui j'étais vraiment? Non, petite, avait dit Esmeralda en lui prenant la main. Il se trompait. Mais à l'époque, nous étions jeunes, nous ne connaissions pas nos droits. Et puis, il y avait eu tant de douleurs. Quelle douleur? Avait demandé Emma, même si elle redoutait la réponse. Dimitri et Esmeralda avaient échangé un regard lourd de souvenirs difficiles. Il faut que tu comprennes, avait commencé Dimitri. Notre communauté n'était pas toujours acceptée. Dans les années 90, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui. Nous étions souvent chassés, harcelés. Ta mère était enceinte de toi quand nous avons été expulsés violemment d'un terrain près de Nîmes, avait continué Esmeralda, sa voix se brisant légèrement. Elle était si jeune, si fragile. Le stress, la peur, elle a accouché prématurément. Emma écoutait, le cœur serré, découvrant enfin les circonstances de sa naissance. Myriam était malade après l'accouchement, avait poursuivi Dimitri. Nous n'avions pas d'argent pour les soins, pas de logement stable. Les services sociaux sont intervenus, ils ont dit que c'était temporaire, juste le temps que Myriam se rétablisse. Mais ça n'a jamais été temporaire, avait murmuré Emma. Non, avait confirmé Esmeralda, les larmes coulant sur ses joues. Ils ont dit que nous n'étions pas un environnement stable pour un bébé, que tu serais mieux dans une famille sédentaire, avec de l'éducation, de la sécurité. Emma commençait à comprendre. Sa mère biologique n'avait pas choisi de l'abandonner. Elle avait été victime d'un système qui jugeait leur mode de vie inadéquat pour élever un enfant. « Où est Myriam maintenant ?» avait-elle demandé, redoutant la réponse. Le silence qui avait suivi avait été plus éloquent que tous les mots. Dimitri avait baissé la tête, et Esmeralda avait serré plus fort la main d'Emma. « Elle est partie il y a 5 ans, avait finalement dit Dimitri. Un cancer. Elle n'a jamais cessé de parler de toi, de se demander si tu allais bien, si tu étais heureuse. » Emma avait senti son monde s'effondrer. Elle était arrivée trop tard. Sa mère biologique était morte en se demandant ce qu'était devenue sa fille, et elle ne saurait jamais qu'Emma l'avait cherchée, qu'elle avait voulu la retrouver. « Elle a laissé quelque chose pour toi », avait dit une voix derrière elle. Emma s'était retournée pour voir un homme d'une 40aine d'années qui s'approchait du feu. Il avait les mêmes yeux qu'elle, les mêmes cheveux bouclés. « Je suis Mathias », avait-il dit en s'asseyant à côté d'elle. « Ton oncle, le frère de Myriam. » Il avait sorti de sa poche un petit carnet en cuir usé. Elle écrivait dedans. Des chansons, des poèmes, des lettres qu'elle n'a jamais envoyées. Tout était pour toi. Emma avait pris le carnet avec des mains tremblantes. Sur la première page, elle avait lu « Pour ma fille Emma, que j'aime plus que ma propre vie et que je retrouverai un jour, d'une façon ou d'une autre. » Les pages suivantes étaient remplies de mélodies notées à la main, de paroles en français et en romani,
de dessins maladroits représentant une petite fille qu'elle imaginait grandir. C'était l'amour d'une mère condensé dans un petit carnet, l'amour qu'Emma avait cherché toute sa vie. Elle chantait tes chansons, avait dit Mathias, même quand elle était malade, même à la fin. Elle disait qu'un jour, tu les entendrais et tu saurais qu'elles venaient d'elle. Emma avait fondu en larmes. Toutes ces mélodies qu'elle fredonnait depuis l'enfance, toutes ces émotions qu'elle ne comprenait pas dans sa musique, c'était l'héritage de Myriam, l'amour d'une mère transmis à travers les gènes et l'instinct musical. « Chante avec nous », avait dit Esmeralda en lui tendant une guitare. « Chante les chansons de ta mère. » Emma avait pris l'instrument, ses doigts trouvant naturellement les accords notés dans le carnet. Et quand elle avait commencé à chanter, quelque chose de magique s'était produit. Sa voix s'était mélangée à celle de sa famille, créant une harmonie qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pour la première fois de sa vie, Emma chantait avec sa vraie voix, celle qui portait l'héritage de générations de musiciens nomades. Elle chantait l'amour de Myriam, la douleur de la séparation, mais aussi la joie des retrouvailles. Autour du feu, sa famille l'écoutait avec des larmes dans les yeux. Il reconnaissait dans sa voix celle de Myriam, mais aussi quelque chose de nouveau, de unique. Emma n'était pas seulement la fille de Myriam, elle était elle-même, avec son propre talent, sa propre sensibilité. Cette nuit-là, Emma avait dormi dans la caravane de ses grands-parents, entourée pour la première fois de sa vie par l'amour inconditionnel de sa vraie famille. Mais elle savait que ce n'était que le début. Elle devait encore apprendre à naviguer entre ces deux mondes, à réconcilier Emma Dubois et Emma Rosenberg. Et surtout, elle devait découvrir comment honorer la mémoire de Myriam tout en construisant sa propre identité. Car maintenant qu'elle connaissait ses origines, la vraie question était: que allait-elle faire de cet héritage? Les jours qui suivirent cette première rencontre furent les plus intenses de la vie d'Emma. Elle avait décidé de rester au campement pendant toute la durée du pèlerinage, dormant dans la caravane de ses grands-parents, partageant leurs repas, apprenant leurs traditions. Mais plus elle découvrait ce monde qui était le sien par le sang, plus elle réalisait à quel point elle en était éloignée par l'éducation. C'était comme apprendre une langue que j'aurais dû connaître depuis toujours, m'avait-elle expliqué. Chaque geste, chaque tradition avait un sens profond que je ne saisissais qu'à moitié. Le 3e matin de son séjour, Esmeralda l'avait réveillée avant l'aube. « Viens, petite, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Elles avaient marché en silence à travers le campement endormi, jusqu'à une caravane isolée à l'écart des autres. Devant, une femme d'une 60aine d'années était assise sur une chaise en osier, ses cheveux gris tressés avec des rubans colorés. Ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient ne voir au-delà des apparences. « Voici tante Rosa », avait murmuré Esmeralda avec un respect évident. « C'est elle qui a aidé Myriam à accoucher. C'est elle qui t'a tenue dans ses bras en premier. » Rosa avait levé les yeux vers Emma, et son regard avait semblé la transpercer. « Alors, tu es revenue » avait-elle dit d'une voix rauque. « Myriam m'avait dit que tu reviendrais. Elle l'a su dès ta naissance. » Emma s'était assise en face de la vieille femme, sentant qu'elle était sur le point d'apprendre quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Rosa avait souri, révélant des dents en or qui brillaient dans la lumière matinale. Que tu porterais notre musique vers le monde extérieur, que tu serais le pont entre nos deux univers. Je ne comprends pas, avait murmuré Emma. Ta mère était spéciale, avait continué Rosa. Elle ne chantait pas seulement nos chansons traditionnelles. Elle créait des mélodies nouvelles, des ponts entre notre musique et celle des gadgets, des non-gitans. Les anciens n'aimaient pas ça. Emma avait senti un frisson lui parcourir l'échine. C'est pour ça qu'elle en a été rejetée? Pas rejetée, avait corrigé Esmeralda, mais incomprise. Myriam était en avance sur son temps. Elle voyait déjà ce que tu fais aujourd'hui, mélanger les traditions avec la modernité. Rosa s'était levée et était entrée dans sa caravane pour en ressortir avec un violon ancien, au bois patiné par les années. Ceci appartenait à ton arrière-grand-père, puis à Myriam. Elle voulait que tu l'aies. Emma avait pris l'instrument avec une révérence presque religieuse. Quand elle avait passé l'archet sur les cordes, le son qui en était sorti l'avait bouleversée. C'était comme si l'âme de ses ancêtres vibrait dans chaque note. « Maintenant, je vais te raconter la vraie histoire », avait dit Rosa en se rasseyant. « L'histoire que même tes grands-parents ne connaissent pas entièrement. » Emma avait retenu son souffle. Quand Myriam est tombée enceinte, elle n'était pas seule. Le père, c'était un musicien gadjo qu'elle avait rencontré lors d'un festival. Un homme marié qui a refusé de reconnaître l'enfant. Le cœur d'Emma s'était serré.
Son père biologique était donc quelqu'un qui avait abandonné Myriam quand elle avait eu le plus besoin de lui. Myriam était déchirée entre deux mondes, avait continué Rosa. Elle aimait notre culture, mais elle rêvait aussi d'autre chose. Quand tu es né, elle a vu en toi la possibilité de réaliser ce rêve. Quel rêve avait demandé Emma, bien qu'elle commençât à deviner. Faire connaître notre musique au monde entier, pas comme une curiosité folklorique, mais comme un art vivant, moderne. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais le faire elle-même. Elle était trop ancrée dans nos traditions. Mais toi, élevée dans les deux mondes. Emma avait compris. Sa mère biologique n'avait pas seulement été contrainte de l'abandonner par les circonstances. Elle avait aussi fait un choix conscient, douloureux, mais conscient. Elle avait sacrifié sa propre maternité pour donner à sa fille les outils nécessaires à la réalisation d'un rêve plus grand. Elle a écrit une lettre, avait dit Rosa en sortant une enveloppe jaunie de sa poche. Pour le jour où tu reviendrais. Elle me l'a confiée avant de mourir. Emma avait pris la lettre avec des mains tremblantes. L'écriture de Myriam était la même que dans le carnet, mais plus mature, plus assurée. « Ma chère Emma », lisait-elle à voix haute, sa voix se brisant sur chaque mot. « Si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé ta famille et que moi, je ne suis plus là pour te serrer dans mes bras. Pardonne-moi ce choix impossible que j'ai fait. Pardonne-moi de t'avoir privé de ton héritage pour te donner les armes nécessaires à sa transformation. » Emma avait dû s'arrêter, submergée par l'émotion. Esmeralda s'était rapprochée et avait posé une main réconfortante sur son épaule. « Je t'ai donné au Dubois parce que je savais qu'il t'aimerait et t'éduquerait comme je n'aurais jamais pu le faire. Mais je t'ai aussi donné quelque chose qu'il ne pouvait pas te transmettre. Notre musique, notre âme, notre façon unique de toucher les cœurs. Tu es née pour être un pont, ma fille. Un pont entre notre monde et le leur. Ta voix porte notre histoire, mais elle peut la raconter dans leur langue. C'est ton don, c'est ta mission. N'oublie jamais d'où tu viens, mais n'aie pas peur d'aller où ton cœur te mène. » Fais résonner nos mélodies dans les salles de concert, sur les radios, partout où les gens ont besoin d'entendre que l'amour et la douleur sont universels. Je t'aime plus que ma propre vie. Je t'ai aimé assez pour te laisser partir. Maintenant, aime-toi assez pour revenir vers nous, mais en restant toi-même. Ta mère qui veille sur toi, Myriam. Emma avait pleuré toutes les larmes de son corps. 30 ans de questions trouvaient enfin leur réponse. Sa mère ne l'avait pas abandonnée par négligence ou par égoïsme. Elle avait fait le sacrifice ultime d'une mère, renoncer à son enfant pour lui donner la meilleure chance de réaliser son potentiel. Ce soir-là, le campement tout entier s'était rassemblé pour une grande veillée musicale. C'était la tradition lors du pèlerinage. Chaque famille présentait ses talents, partageait ses chansons, transmettait son héritage aux plus jeunes. Quand était venu le tour des Rosenberg, Dimitri avait appelé Emma. « Viens, petite fille, montre-nous ce que tu as appris dans le monde des gadgets. » Emma s'était levée, le violon de Myriam à la main. Elle avait regardé tous ces visages tournés vers elle, ces gens qui étaient sa famille, mais qui restèrent des étrangers. Et soudain, elle avait su quoi faire. Elle avait commencé par jouer une mélodie traditionnelle que Mathias lui avait apprise, laissant le violon chanter l'histoire de son peuple. Puis, progressivement, elle avait introduit des variations, des harmonies modernes, transformant la chanson ancestrale en quelque chose de nouveau sans trahir son essence. Sa voix s'était jointe au violon, chantant d'abord en romani, puis en français, mêlant les deux langues comme elle mêlait les deux cultures. Elle chantait l'histoire de Myriam, l'amour d'une mère qui avait tout sacrifié, la douleur de la séparation, mais aussi la joie des retrouvailles. Autour d'elle, la famille avait commencé à l'accompagner. Dimitri à la guitare, Esmeralda au tambourin, Mathias au violon. D'autres musiciens s'étaient joints à eux, créant une symphonie improvisée qui résonnait dans toute la plaine de Camargue. Pour la première fois de sa vie, Emma chantait avec sa voix complète. Pas seulement la partie d'elle qu'elle avait développée comme Emma Dubois, mais aussi celle qu'elle avait héritée comme Emma Rosenberg. Elle était enfin entière. Quand la musique s'était arrêtée, le silence était tombé sur le campement. Puis, lentement, les applaudissements avaient commencé, accompagnés de cris d'approbation et de larmes d'émotion. « Voilà !» avait murmuré Rosa à son oreille. « Voilà ce que Myriam avait vu en toi. Tu es le pont qu'elle rêvait de construire. » Cette nuit-là, Emma avait compris que sa quête ne faisait que commencer. Elle avait retrouvé sa famille, découvert ses origines, compris le sacrifice de sa mère. Mais maintenant, elle devait décider comment utiliser cet héritage,
Comment honorer la mémoire de Myriam tout en restant fidèle à elle-même? Car Emma n'était ni entièrement gitane, ni entièrement gadjo. Elle était quelque chose de nouveau, de unique. Et c'était exactement ce que le monde avait besoin d'entendre. 6 mois après son retour des Saintes-Maries de la Mer, Emma se tenait sur la scène de l'Opéra de Montpellier, face à une salle comble qui l'attendait dans un silence respectueux. Mais ce n'était plus la même Emma qui avait découvert cette enveloppe jaunâtre dans le bureau de sa mère adoptive. Cette femme-là avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus authentique, de plus complet. Ce concert était différent de tous ceux que j'avais donnés auparavant, m'avait-elle confié. Pour la première fois, je n'étais pas en train de jouer un rôle, j'étais simplement moi-même, dans toute ma complexité. Dans la salle, ces 2 familles étaient réunies. Au premier rang, Pierre Dubois, son père adoptif, qui avait finalement compris que l'amour véritable consistait à laisser partir ceux qu'on aime pour qu'ils puissent devenir qui ils sont vraiment. À côté de lui, Dimitri et Esmeralda, ses grands-parents biologiques, qui découvraient pour la première fois l'univers des salles de concert traditionnelles. Emma avait ouvert le spectacle avec une chanson qu'elle avait composée spécialement pour cette soirée. Elle s'appelait « 2 cœurs, une voix » et racontait l'histoire d'une femme qui découvre qu'elle n'a pas à choisir entre ses identités, mais peut les embrasser toutes les 2. Sa voix résonnait dans l'opéra avec une puissance nouvelle. Les techniques classiques qu'elle avait apprises se mêlaient aux inflexions gitanes qu'elle avait découvertes, créant un style unique qui touchait directement l'âme. Quand elle chantait, on entendait à la fois Emma Dubois et Emma Rosenberg, mais aussi quelque chose de plus grand, une artiste qui avait trouvé sa véritable voix. La magie, m'avait-elle expliqué, c'est que je n'essayais plus de cacher une partie de moi. Mes 2 héritages se nourrissaient mutuellement au lieu de se combattre. Au milieu du concert, elle avait fait quelque chose d'inédit. Elle avait invité sa famille gitane à la rejoindre sur scène. Dimitri avec sa guitare, Mathias avec son violon, et même la petite Lucia, sa cousine de 12 ans, avec son tambourin. Le public de l'opéra, habitué aux conventions classiques, avait d'abord été surpris. Mais quand la musique avait commencé, quand ces 2 mondes musicaux s'étaient rencontrés sur scène, quelque chose de magique s'était produit. La salle entière s'était levée, emportée par cette fusion inédite entre tradition gitane et sophistication contemporaine. Emma avait chanté La complainte de Myriam, une chanson qu'elle avait écrite à partir des mélodies trouvées dans le carnet de sa mère biologique. C'était l'histoire d'une femme qui sacrifie son bonheur pour l'avenir de sa fille, racontée avec une émotion si pure que pas un œil n'était resté sec dans la salle. Quand j'ai vu Pierre pleurer, m'avait dit Emma, j'ai compris qu'il avait enfin saisi que ma quête n'était pas un rejet de son amour, mais une façon de l'honorer en devenant la personne qui l'avait aidé à grandir. Après le concert, les critiques musicaux avaient été unanimes. Emma Dubois venait de révolutionner la scène musicale française en créant un genre nouveau, un pont authentique entre les cultures. Mais pour elle, le plus important était ailleurs. Ce soir-là, m'avait-elle raconté, j'ai vu mes 2 familles se rencontrer vraiment pour la première fois. Pierre et Dimitri ont parlé de moi, de musique, de la façon dont ils m'avaient aimé chacun à leur manière. J'ai réalisé que je n'avais pas 2 familles séparées, mais une grande famille élargie. Les semaines qui avaient suivi avaient été un tourbillon. Les maisons de disques se disputaient ses services, les festivals l'invitaient, les médias voulaient connaître son histoire. Mais Emma avait pris le temps de réfléchir avant de prendre ses décisions. Elle avait créé sa propre fondation, Les Ponts de Myriam, dédiée à aider les enfants adoptés à retrouver leurs origines et à réconcilier leurs identités multiples. Je voulais que d'autres vivent cette réconciliation sans attendre 30 ans, m'avait-elle expliqué. Elle avait aussi commencé à enseigner, donnant des masterclass où elle transmettait non seulement ses techniques vocales, mais aussi sa philosophie de l'authenticité artistique. La vraie voix, disait-elle à ses élèves, ce n'est pas celle qu'on vous apprend à avoir. C'est celle qui émerge quand on accepte toutes les facettes de qui on est. Son premier album, Héritage, était devenu disque d'or en 6 mois. Mais ce qui rendait Emma le plus fière, c'étaient les lettres qu'elle recevait. Des adoptés qui avaient retrouvé le courage de chercher leurs origines, des familles qui s'étaient réconciliées, des artistes qui avaient osé exprimer leur authenticité. Une femme m'a écrit, m'avait raconté Emma, les yeux brillants, pour me dire que ma musique l'avait aidé à accepter ses origines métissées. Un homme adopté m'a dit qu'il avait enfin compris qu'aimer sa famille adoptive et chercher sa famille biologique n'étaient pas incompatibles. Emma avait aussi développé une relation particulière avec Rosa, la vieille sage du campement. Chaque mois,
Elle retournait aux Saintes Maries de la Mer pour apprendre de nouvelles chansons traditionnelles, mais aussi pour enseigner aux jeunes gitans comment adapter leur musique au monde moderne sans perdre son essence. Rosa m'a dit quelque chose qui m'a marqué, m'avait confié Emma. Elle m'a dit « Tu n'es pas gitane qui fait de la musique moderne, ni moderne qui fait de la musique gitane. Tu es Emma, et ta musique est celle d'Emma. » C'est ça, l'authenticité. 1 an après sa découverte, Emma avait organisé un concert spécial dans les arènes de Nîmes. Un spectacle gratuit où elle avait invité tous ceux qui l'avaient accompagnée dans sa quête, sa famille adoptive, sa famille biologique, Sophie la journaliste, le professeur Martinez, même Madame Bertrand des archives municipales. Ce soir-là, devant 20 000 personnes, Emma avait raconté son histoire. Pas comme une tragédie de l'abandon, mais comme une célébration de l'amour sous toutes ses formes. L'amour de Myriam qui avait sacrifié sa maternité, l'amour des Dubois qui avaient élevé une enfant comme la leur, l'amour des Rosenberg qui avaient gardé une place pour elle pendant 30 ans. J'ai compris, avait-elle dit au public ce soir-là, que nous cherchons tous notre place dans le monde. Nous pensons qu'il faut choisir une identité, une appartenance. Mais parfois notre force vient justement de nos multiplicités, de nos contradictions, de nos héritages complexes. Elle avait terminé ce concert par une chanson qu'elle avait écrite pour Myriam, mais aussi pour tous les parents qui font des choix impossibles par amour. « Merci de m'avoir donné la vie 2 fois, chantait-elle. Une fois en me portant, une fois en me laissant partir. Aujourd'hui, Emma continue de vivre entre ces 2 mondes, mais elle ne les voit plus comme séparés. Sa maison de Montpellier accueille régulièrement sa famille gitane, et sa caravane aux Saintes Maries de la Mer est devenue un refuge où elle compose ses plus belles mélodies. Le plus beau, m'avait-elle dit lors de notre dernière conversation, c'est que je n'ai plus cette sensation de vide que j'avais depuis l'enfance, non pas parce que j'ai trouvé ma famille biologique, mais parce que j'ai compris que ce vide faisait partie de moi. Il était l'espace où mes 2 héritages pouvaient se rencontrer et créer quelque chose de nouveau. Emma Dubois-Rosenberg, elle a gardé les 2 noms, est devenue bien plus qu'une chanteuse à succès. Elle est devenue un symbole pour tous ceux qui se sentent entre 2 mondes, qui cherchent leur place, qui pensent qu'il faut choisir entre leurs différentes identités. Son message est simple mais révolutionnaire. Nous ne sommes pas condamnés à être une seule chose. Nous pouvons être multiples, complexes, contradictoires, et c'est justement cette richesse qui fait notre unicité. Myriam avait raison, m'avait-elle dit en souriant. Je suis devenu un pont. Mais pas seulement entre la culture gitane et la culture française. Je suis un pont entre tous ceux qui se cherchent et tous ceux qui ont trouvé leur voie. Et c'est le plus beau cadeau qu'une mère puisse faire à sa fille, la liberté d'être authentiquement elle-même. L'histoire d'Emma nous rappelle que parfois, ce que nous percevons comme nos manques sont en réalité nos plus grandes forces. Que l'amour prend parfois des formes que nous ne comprenons pas immédiatement, et que notre véritable identité ne se trouve pas dans nos origines seules, mais dans la façon courageuse dont nous embrassons toutes les facettes de qui nous sommes. Car au final, nous sommes tous des ponts entre les mondes qui nous ont façonnés et celui que nous choisissons de créer.